Paul Fonferrier, fils d'un commerçant originaire de la Nièvre, né en 1892 à Brest, où il fera toutes ses études jusqu'au baccalauréat. Bon élève, il entre au Prytanée de la Flèche, puis est reçu à Saint-Cyr. Choisissant l'infanterie, il est affecté dans sa ville natale au 2e régiment d'infanterie coloniale, basé dans la caserne Fautras, aujourd'hui disparue. Nous sommes en 1913. Vient la guerre. Il est fait prisonnier dès 1914 et enfermé à Torgau, dont il parvient à s'évader après maintes tentatives infructueuses en avril 1917. De retour au front, il est blessé à plusieurs reprises. Loin d'être un planqué, cet officier se distingue par sa bravoure et son humanité envers ses hommes. Promu capitaine, il retrouve le 2e hérissé après la guerre. Pas pour longtemps. Il est affecté au 23e hérissé à Aix-en-Provence, ce qui l'amène à faire un séjour outre-mer, première d'une longue série, en 1920. Il reste au Niger jusqu'en 1922. En 1924, il est reçu à l'école supérieure de guerre à Paris et en sort officier d'état-major en 1926, sans avoir rencontré au passage à la capitale celle qui va devenir sa femme, Madeleine Marie Page, dont il aura 3 enfants, dont 2 garçons et une fille, et qui est brestoise. Peu après, Fonferrier est envoyé au Maroc en pleine guerre du Rif. Il fera venir son épouse sur place quand les troubles se calmeront. Ils y resteront jusqu'en octobre 1928 quand monsieur rejoint l'état-major de l'infanterie coloniale à Aix-en-Provence jusqu'en 1931. Il part alors en Afrique équatoriale française, au Tchad et en Oubangui, dont il devient commandant militaire. En 1933, il revient en 23e hérissé et devient lieutenant-colonel. En 1936, il est nommé chef d'état-major du commandant de l'AEF à Brazzaville. Il finit par retrouver le 2e hérissé à Brest en tant que chef de corps. C'est lui qui commande. Nous sommes en 1938. Revient la guerre. Le 21 août 1939, il devient le commandant du 1er régiment de marche d'infanterie coloniale du Levant à Tripoli. Quand la débâcle française est consommée, une partie de ce bataillon décide de répondre à l'appel du général de Gaulle et de le rejoindre en Angleterre. Fonferrier ne suit pas, par respect de la consigne, mais il aide et favorise néanmoins ceux qui veulent partir. Il n'en faut pas plus pour que le gouvernement de Vichy le rappelle en France et le mette à la retraite anticipée en décembre 1941. Il a 49 ans, il est encore loin d'être un vieillard. Il est donc assez âgé pour être un homme d'expérience, mais pas encore assez pour encaisser sans réagir ce coup bas venu d'en haut. De fait, dès juin 1942, il entre dans la résistance sous le nom de Rossignol, en souvenir d'un lieu où il a combattu en 1914. Dans le maquis, il devient l'adjoint et le conseiller militaire du chef départemental de la résistance, Mathieu Donard, alias colonel Le Poussin, lequel n'est pas militaire de carrière, mais ingénieur civil et officier de réserve. On imagine donc aisément à quel point est précieuse l'expertise de Fonferrier qui exécute des missions secrètes et surtout organise la résistance dans le canton de Pludalmézeau. En 1944, les Allemands, sentant le vent tourner et l'arrivée des Alliés en France se préciser, organisent la chasse aux résistants. La Gestapo crée un commando basé à Landerneau, placé sous les ordres d'un sous-officier particulièrement cruel, bien qu'ayant soutenu à la Sorbonne une thèse sur Jean-Jacques Rousseau, le sergent Herbert Schade, assisté par des Français, dont des nationalistes bretons comme le tristement célèbre André Geffroy. Vient le mois de mai. Fonferrier, dénoncé par un homme dont le nom ne mérite pas d'être cité, est arrêté en présence de ses enfants à Argenton, où il avait coutume de séjourner en famille. Il est enfermé dans la sinistre prison de Pontagnoux, où il est torturé et questionné. Mais les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin et l'armée allemande en déroute se replie avec armes, bagages et prisonniers. De sorte que Fonferrier suit comme prisonnier la fuite des Allemands. Il est transféré au camp Marguerite, à Rennes, à Compiègne, à Neuengamme, à Wilhelmshaven et enfin Bergen-Belsen, camp infesté par le typhus, où il arrive épuisé, on serait à moins. Il y meurt le 27 avril 1945, moins de 2 semaines avant la reddition de l'Allemagne. L'ironie est d'autant plus tragique qu'il faisait partie du dernier convoi de déportés et que les Anglais sont alors aux portes du camp. Son nom a été donné à un camp militaire, aujourd'hui disparu, ainsi qu'à des rues de Brest et de Landunvez en 1955. Son épouse vivra assez longtemps pour présider l'association fraternelle des veuves et représenter son mari dans diverses manifestations commémoratives.